Bien, bonjour à toutes et à tous pour cette journée importante et merci de votre présence pour cette conférence de presse que nous organisons avec le bureau de l'Association des maires de France et Madame la maire de Paris, Anne Hidalgo, dont je salue la présence, que je remercie de sa disponibilité et qui nous permet au fond d'être en face de vous tel que nous l'aurions été si le congrès de l'Association des maires de France s'était tenu comme prévu. La situation sanitaire nous amenait à prendre une décision au fond historique, puisque les seules références de l'annulation d'un congrès des maires de France depuis plus d'un siècle sont les intervalles liés aux deux guerres mondiales. La référence la plus récente était le drame du Bataclan, et nous avions tenu déjà avec Anne Hidalgo, au sein de l'Association des maires de France, à malgré tout organiser une réunion de tous les maires pour marquer la solidarité de la République à l'écart de l'État à travers ces actes terroristes qui sont dans les mémoires de chacun et singulièrement des Parisiens. Nous avons donc pris cette décision, c'est une décision importante. Malgré tout, dans cette semaine, nous allons organiser pendant 3 jours, non pas comme si de rien n'était, mais comme si nous pouvions débattre et discuter des enjeux liés au début de ce mandat municipal, lié aux aspirations de la nouvelle génération d'élus qui s'est levée, qui demande un espoir, qui prend des responsabilités et qui s'est engagée, et lié naturellement à la période si singulière que nous traversons à travers le confinement, encore aujourd'hui, que les Français subissent. Je veux rendre évidemment un hommage aux Français, tous les maires que nous sommes. Nous sommes à leur côté, nous l'avons été dès le début du premier confinement, nous avons été dans un rôle de protection afin de préserver des services publics de proximité, garantir l'acheminement de la distribution et l'alimentation pour les plus fragiles, organiser les dispositifs de distribution de masques, essayer de travailler avec l'État, constatant les difficultés dans les territoires, avec les ARS, relayant les messages auprès du gouvernement et du président de la République, essayant de modifier le cadre général pour que cette période si exceptionnelle, si incroyable, si douloureuse sur le plan psychologique, comme sur le plan économique, comme sur le plan social, permette de mettre les maires au cœur d'un dispositif de protection. Et c'est bien notre rôle de protection de la population qui est aujourd'hui au cœur de la mobilisation à travers ce congrès virtuel et à travers les enjeux de cette situation. Le président de la République s'exprimera ce soir. Il annoncera certainement un certain nombre de mesures qui appartiennent à l'État. Je rappelle qu'en matière de santé, dans notre pays, l'État a une mission pleine et exclusive dans le dispositif de la santé publique. Et je rappelle que nous sommes en état d'urgence sanitaire et que les pouvoirs de police propres du maire sont réduits par rapport au droit commun, de telle sorte que nous agissons beaucoup et souvent comme des agents de l'État au service de dispositifs que nous n'avons pas décidé nous-mêmes avec notre conseil municipal, et c'est bien normal. Et l'État doit savoir pouvoir compter sur des agents de l'État en la matière, des élus loyaux et responsables au regard de l'importance de l'enjeu de cette crise. Pour autant, nous avons des messages à porter, c'est ce que nous faisons à travers cette conférence de presse. Nous répondrons naturellement à vos questions. Le premier message, c'est évidemment le bouleversement profond de l'action des collectivités. Et c'est un message sur la dégradation de la situation financière de nos collectivités. Les dépenses ont été importantes. Elles ont été importantes pour colmater les brèches liées à la défaillance de l'État dans son organisation territoriale, singulièrement en termes de logistique. Cela a provoqué un flux de dépenses très significatif, notamment dans le domaine du fonctionnement, l'achat des masques, les protections, l'organisation des dispositifs d'accompagnement. Et puis, évidemment, des recettes en moins. Ça, c'est lié aux mesures globales que nous avons été appelés à prendre, liées au fait que le confinement a bloqué des activités économiques. Je laisserai André Léniel et Philippe Laurent le soin de rentrer dans le détail, naturellement, de cette mesure. Le constat que nous avons tiré également du premier confinement, comme celui-ci, sont des décisions qui sont prises rapidement. Et ces décisions prises rapidement mettent en lumière des sentiments d'inéquité. C'est ce qui s'est passé de façon spectaculaire partout en France sur les commerces dits non essentiels et sur la préservation de l'ouverture d'activités qui permettent notamment sur les produits de première nécessité dans l'alimentation de maintenir des activités dans les grandes surfaces ou des plateformes de distribution. C'est un sujet sur lequel nous avons en responsabilité les uns et les autres alerté l'État sur ce sentiment d'inéquité
inéquité. Nous avons réitéré ce demande de correction de cette inéquité il y a quelques jours encore. Nous le formulons aujourd'hui encore, à quelques heures de l'intervention du président de la République. Il faut corriger cela. C'est une question d'organisation et qui met en lumière l'un des points faibles du dispositif du confinement, c'est l'absence réelle d'une territorialisation des mesures prises par l'État. L'État assume ses responsabilités et nous ne contestons pas ses choix, il a la main là-dessus. Mais en revanche, sur l'organisation décentralisée, sur la territorialisation des dispositifs, nous aurions certainement été très nombreux à être aux côtés des préfets pour voir de quelle manière, dans chacune de nos villes et dans chacun de nos territoires, nous aurions été en situation de garantir la protection des Français à travers le développement du virus sur le territoire et en même temps de maintenir et de préserver des activités économiques, notamment les commerces, dans chacune des rues. Nous connaissons nos territoires, nous sommes en lien avec tous les représentants, nous aurions pu être à leur côté. Il n'est pas trop tard, il est encore possible de le faire et nous ne connaissons pas non plus l'évolution de l'épidémie dans les semaines et les mois qui viennent. Nous nous adapterons comme nous l'avons fait. Tout comme nous avons souhaité être pleinement associés à l'organisation du déconfinement, et une partie du déconfinement s'est organisée notamment pour l'ouverture des écoles grâce à l'énergie, l'initiative et l'agilité des maires qui connaissent bien leur territoire. Nous prenons date dès à présent sur la problématique de la vaccination. Il y a eu sur les tests une volonté de collaborer de la part des maires, il y a eu une volonté de se rapprocher, beaucoup d'initiatives ont été prises, ça a eu son efficacité, son utilité, ça peut toujours être amélioré, mais sur la vaccination, il va falloir être très, très attentif et nous allons écrire cette semaine au gouvernement et au président de la République pour être des acteurs de l'organisation de cette campagne. C'est certainement le temps du prochain semestre et c'est certainement le temps de la bonne réussite de la future normalisation des relations sociales dans notre pays, car même si le virus est installé pour de nombreuses années, la présence, l'existence et une bonne campagne de vaccination, une bonne pédagogie pour le plus grand nombre, une bonne communication au sens large du terme et de protection des plus fragiles permettra, à n'en point douter, de favoriser le rebond de l'activité économique et donc de favoriser aussi la cohésion sociale en évitant des cascades de faillites et de difficultés économiques supplémentaires. Tout cela doit être mis en perspective et la perspective, c'est ce que nous portons depuis de nombreuses années. C'est une demande très forte et très puissante de décentralisation. C'est évidemment le cœur du message et de l'expérience de ces 6 années passées. C'est aussi l'espoir et l'attente de la nouvelle génération d'élus. Je rappelle que 40% des élus municipaux, dans les circonstances si singulières de cette élection municipale, s'inscrivent aujourd'hui dans une perspective d'appropriation de responsabilités qu'ils n'avaient pas. Nous sommes là dans une volonté de dialogue avec l'État, de dialogue responsable, de dialogue naturellement à la hauteur de la mesure de l'enjeu. Je rappelle que nous avions été les premiers à alerter, par exemple, sur les conséquences néfastes et très, très inquiétantes de la mesure budgétaire de l'APL sur l'ensemble du dispositif de la production de logements dans notre pays. Nous y sommes. Vous pouvez reprendre les termes du Congrès d'il y a 3 ans. Nous avions alerté le président de la République sur la bombe à retardement que représentait la décision de l'APL, les conséquences sur les offices publics de l'habitat et les conséquences sur la production de logements. 50 000 logements en moins dès cette année. Il sera très difficile de remonter la pente et d'être au rendez-vous de la demande équilibrée entre l'offre et justement la demande de logement. Nous avions alerté l'État, le gouvernement, sur des mesures trop centralisées venues de Paris, exemple mesures fiscales concernant l'utilisation du gazole, conséquence, mouvement social inédit, où il a fallu que les maires, là aussi, prennent leurs responsabilités. Ils l'ont fait à la demande du président de la République au cours du grand débat. Et nous avions souhaité, à travers le développement de la présence du virus dans notre pays, être au cœur du dispositif. Nous maintenons cette disponibilité d'esprit, nous maintenons cette volonté de main tendue, mais nous souhaitons que la loi de décentralisation acte les temps très forts de l'impasse dans laquelle l'État se trouve désormais aujourd'hui sur beaucoup de secteurs. Il faut que l'État se concentre sur ses missions régaliennes. Il faut une autre coordination. Nous avons des propositions sur la table dans le domaine de la santé, dans le domaine du médico-social, dans le domaine du logement, dans le domaine de la culture, dans le domaine du sport, dans le domaine du tourisme. Le rendez-vous est un rendez-vous à saisir
pour l'État, c'est peut-être même d'une certaine manière une opportunité de réorganiser les pouvoirs publics dans notre pays et être dans la logique de la plus grande efficacité des politiques publiques de proximité que les maires portent, de développement économique que les présidents d'intercommunalité incarnent et de cohésion sociale autour du pacte républicain avec l'État. Voilà les enjeux importants et les défis de ce nouveau mandat. Je serai tout à fait complet dans cette introduction en alertant de manière très soulignée sur la situation de l'intégration des communes et des intercommunalités pour le plan de relance. Nous sommes très inquiets sur l'évolution et la dégradation de ce qu'on appelle, dans le jargon des finances publiques locales, je m'en excuse auprès des téléspectateurs, l'autofinancement, c'est-à-dire en fait ce qu'il nous reste pour pouvoir ensuite investir. 70% de l'investissement public dans notre pays sont portés par les communes, les intercommunalités, les départements, les régions. Pour cela, l'État a imaginé un plan de 100 milliards. Alors il y a une faiblesse qui doit être corrigée, c'est la faible territorialisation encore du plan des 100 milliards donné à la main des communes et des intercommunalités. C'est un souci. Mais le deuxième point, c'est qu'une bonne partie de la relance porte sur l'investissement public. Or, nous prenons date là aussi. Il n'est pas douteux que beaucoup de collectivités locales, si rien n'est fait, donc si le gouvernement n'entend pas ce message concernant une négociation sur les finances publiques locales, si rien n'est fait, nous ne pourrons pas être au rendez-vous de la relance économique du pays, à raison justement de l'écrasement de cet autofinancement. Donc nous souhaitons une prise de conscience nationale sur ce sujet. Nous souhaitons que la proposition que nous avions formulée, c'est-à-dire que l'État nationalise les pertes de recettes et les déficits structurels liés aux 2 épisodes de confinement du Covid dans l'impact de la gestion des collectivités locales soient pris en charge par l'État. L'État a 20% de dette de PIB supplémentaire depuis 7 mois. Il peut bien prendre 1 point supplémentaire dans ses négociations avec Bruxelles. Ce serait plus simple. Nous aurions des garanties de recettes et donc nous aurions des garanties d'être au rendez-vous naturel et normal de la relance souhaitée par l'État de ce point de vue. Ce rendez-vous-là, il est pour l'année prochaine. Voilà, merci de votre écoute pour cette introduction. Je laisse la parole à Anne Hidalgo pour permettre et offrir la possibilité de la cohésion du Congrès des maires. Naturellement, André Léniel et Philippe Laurent donneront leur position qui donne l'équilibre et la cohérence de notre association, et puis nous répondrons ensuite à vos questions. Merci beaucoup, Monsieur le Président, cher François Baroin, cher vice-président André Léniel, et puis Monsieur le Secrétaire général, cher Philippe Laurent. Merci, même si le congrès n'a pas lieu comme nous aimons à nous rencontrer tous ensemble, tous les maires de France à Paris. Je veux remercier bien sûr François Baroin, notre président, d'avoir permis que cette tradition, qui est une tradition républicaine dans laquelle la ville de Paris, la mairie de Paris, qui est une commune comme les autres, même si c'est la capitale de la France, prennent sa part entièrement, pleinement, aux côtés de l'ensemble des maires de France, parce que je fais partie de cette grande famille des maires de France. Je veux remercier donc François Baroin d'avoir permis à cette tradition républicaine de pouvoir se poursuivre, y compris dans ce contexte de crise sanitaire, économique, sociale, que nous traversons et qui est vraiment sans précédent. Alors oui, en tant que maire de Paris, comme tous mes collègues maires, partout sur le territoire, je vois au quotidien les conséquences terribles de cette crise et notamment sur les acteurs de notre ville, les acteurs culturels, les acteurs économiques, les acteurs associatifs, sur nos concitoyennes et sur nos concitoyens. Alors, bien sûr, je suis heureuse que nous puissions nous retrouver pour porter aussi un certain nombre de messages qui nous unissent. Je pense que, en tant que maire, c'est ce combat commun, un combat pour nos territoires et nos habitants, partant toujours de nos réalités. Et comme chacune et chacun des élus de France, quelle que soit la taille de la commune que nous représentons, les équipes municipales et celles de la ville de Paris a agi dans cette crise et d'ailleurs tout de suite.
Nous sommes véritablement des sentinelles, des fantassins de cette République des mers qui permet au pays de tenir, et notamment de tenir lorsqu'il est confronté à des crises sans précédent. Dès l'apparition du virus, cela a été très bien dit par notre président François Baroin, nous avons pris et participé à toutes ces mesures très activement pour faire en sorte que le confinement d'abord, puis le déconfinement puisse se dérouler dans les meilleures conditions possibles, avec, je dirais, des situations qui étaient de toute façon hors normes par rapport à l'expérience que nous avions les uns et les autres de la gestion de nos collectivités. Mais je crois que nous démontrons, en fait, au cours de cette crise, à quel point il est essentiel pour le bon fonctionnement de notre démocratie et de notre République que les élus locaux aient le pouvoir aussi de décider, d'agir pour leur territoire, qu'ils connaissent mieux que personne. Il ne s'agit pas, bien sûr, de dire que l'État, par exemple, en matière de santé publique, ne serait pas l'autorité qui doit décider des grandes mesures pour la santé de notre pays et de nos concitoyens, mais évidemment que les solutions pour combattre une épidémie ne peuvent pas être les mêmes dans une ville de 2 200 000 habitants, qui est une des villes les plus denses au monde comme Paris, et dans d'autres communes plus rurales, dans des départements plus ruraux. Bien sûr qu'il faut la même exigence de santé, mais on le sait bien, les modalités pour permettre justement la protection de la population ne peuvent pas être les mêmes. Et c'est là que les élus locaux interviennent. Et vous le savez, je suis profondément attachée à la décentralisation, aux libertés locales. Et en fait, le message que je veux passer aussi à l'unisson de celui de notre président, c'est qu'on ne peut pas nous demander de faire toujours plus avec toujours moins. Et en fait, si nous sommes au rendez-vous de l'urgence aujourd'hui et de la reconstruction de demain, il faut que nous ayons à nos côtés un État fort qui considère que nous ne sommes pas des contre-pouvoirs, nous sommes des pouvoirs locaux avec lesquels il faut travailler. Et que d'ailleurs, ça serait une bonne façon de reconnaître que les 30 ans, voire même plus, de décentralisation qui ont permis à notre pays de se moderniser en donnant justement cette capacité aux territoires de mettre en valeur leurs énergies, leurs forces et de traiter aussi leurs faiblesses, eh bien, aller au bout de cette logique de décentralisation, c'est cesser de considérer les pouvoirs locaux comme des contre-pouvoirs, mais des pouvoirs à part entière. Nous le savons, aujourd'hui, l'État n'a pas la possibilité d'agir concrètement sans les pouvoirs locaux et sans les maires que nous sommes. Alors, il faut travailler ensemble et le reconnaître pleinement en donnant ces moyens dont nous avons besoin pour pouvoir fonctionner. Il faut bien sûr que nous travaillions ensemble car nous ne pouvons pas être laissés seuls face à cette situation. Et si nous assumons d'agir à la hauteur de l'enjeu pour nos concitoyens, il faut effectivement que l'État assume aussi sa responsabilité à la hauteur de notre investissement qui, lui, est colossal. Les dernières prévisions réalisées estiment par exemple aujourd'hui le coût de cette crise pour Paris à près de 800 millions d'euros. 800 millions d'euros, c'est quoi ? C'est l'ensemble des dépenses que nous avons dû faire exceptionnelles, des dépenses pour gérer la situation du Covid et protéger la population, mais aussi accompagner par exemple nos entreprises, accompagner nos commerçants, accompagner par exemple dans une ville comme Paris le secteur de la culture. C'est un plan de 200 millions d'euros que nous avons voté pour venir en aide à tous ces acteurs de cette vie parisienne, mais ce sont aussi des recettes en moins, puisque pendant notamment la période du confinement, nous n'avons pas engrangé les recettes qui sont les recettes habituelles d'une collectivité qui lui permettent à la fin de la journée d'équilibrer ses dépenses et ses recettes. Et donc cette situation très particulière, il faut la prendre en considération parce que toutes les collectivités, Paris bien sûr parmi elles ne fait pas figure d'exception, ont puisé dans ce qui a été dit, leur épargne brute. Et puiser dans son épargne brute, ça veut dire quoi ? Si on n'en tient pas compte, si on ne considère pas qu'il y a une dépense Covid exceptionnelle qu'il faut traiter
à l'échelle de nos collectivités. Cela veut dire évidemment avoir un impact et un impact négatif sur les capacités d'investissement. Or, il n'y aura pas d'investissement et de relance si les collectivités ne sont pas les acteurs, au même titre que les entreprises, mais si les collectivités ne sont pas les acteurs aussi de cette relance. Et c'est le message vraiment sur lequel je veux insister. Là aussi, il n'y a pas de temps à perdre. Ça n'a pas été anticipé puisque nous arrivons en fin d'année 2020 sans avoir aucun éclairage sur la façon dont cette dépense Covid exceptionnelle va être traitée. D'ailleurs, nous avons plutôt, si on regarde la loi de finances, le sentiment qu'elle n'est absolument pas traitée. Mais nous devons, bien sûr, dans la préparation de nos budgets pour l'année 2021, qui s'élabore en ce moment, qui se votera en fin d'année pour beaucoup de nos communes et avant le mois de mars prochain pour la grande majorité des communes françaises, nous devons être au clair sur la gestion de cette dépense qui, si elle n'est pas prise en considération, aura bien sûr un impact sur l'investissement. Et sur le plan de relance, de la même façon qu'effectivement nous devons travailler pour faire en sorte que le pays se relève. Nos plans d'investissement étaient prêts avant, bien sûr, le confinement. Ils ont été validés par l'élection municipale qui a légitimé les équipes qui sont aujourd'hui en place. Eh bien, ces plans de relance, ces plans d'investissement locaux sont tout à fait des éléments essentiels pour amplifier le plan de relance européen et le plan de relance gouvernemental. Je voudrais terminer mon propos en vous disant que, bien sûr, en tant qu'élus républicains, nous savons que nous sommes attachés aux valeurs de la République, nous les proclamons, nous y travaillons aussi très concrètement. Et après l'assassinat lâche et barbare de Samuel Paty, j'ai souhaité que nous puissions travailler ensemble avec l'ensemble des maires de France, notamment autour du 9 décembre, qui est la journée, mais une semaine de la laïcité, pour pouvoir échanger, discuter avec nos concitoyens et notamment les jeunes. Et à Paris, mais je sais que ça se fera aussi dans beaucoup d'autres communes, nous aurons des portes ouvertes, des discussions avec les collégiens, avec les lycéens, dans le dialogue, avec des ateliers pédagogiques pour pouvoir approfondir ce qui nous unit et dont le socle sont les valeurs républicaines et bien sûr le fondement de notre République, la laïcité, pour pouvoir porter, défendre très concrètement les principes de notre démocratie qui nous permettent de penser, de parler et de vivre librement. Je vous remercie. André Lignier, premier vice-président délégué de l'Association des maires de France. Merci Anne. Merci Monsieur le Président. Merci chère Anne Hidalgo, et très heureux que tu aies pu être des nôtres aujourd'hui pour respecter cette longue tradition qui fait que la maire de Paris, le maire de Paris lorsque c'était un homme, soit présent pour le Congrès des maires de France. Depuis 3 ans, nous vivons quasiment dans une crise permanente. Crise des Gilets jaunes, bien sûr, crise sociale autour de la réforme des retraites qui ont entraîné beaucoup de mouvements, beaucoup de perturbations pour notre économie, et maintenant, crise sanitaire qui, bien entendu, engendre la crise économique et prélude la crise sociale qui est en développement devant nous. Les maires ont, dans cette période, été à la fois le premier recours de nos concitoyens, parce qu'ils sont la proximité, mais aussi souvent leur dernier espoir. Face à cela, nous avons trouvé un État souvent hésitant, imprévoyant et qui même parfois se délitait. Nous pouvions espérer que le président et le gouvernement apprendraient de ces crises. Nous l'espérons encore, mais au moment où je m'exprime, les signaux sont évidemment exactement contraires. Nous assistons
à une recentralisation sans précédent depuis 1982. Je voudrais rappeler, puisqu'on nous parle d'une hypothétique loi 3D, qui s'appelle 3D sans doute parce qu'elle n'a aucun relief, cette loi 3D est factuelle. Mais la décentralisation, ça n'est pas une réforme technique, c'est un projet politique, un projet de société. Ce projet, il a pour but de réoxygéner la démocratie, de rapprocher le pouvoir du citoyen. C'est l'inverse que nous vivons et je vais le démontrer par quelques exemples. Mais ce ne sont pas des exemples anecdotiques. En vérité, ce à quoi nous assistons, c'est un véritable changement de nature des relations entre les collectivités territoriales et l'État. Nous assistons à l'affaiblissement continu depuis 3 ans de la décentralisation. C'est d'abord le retour des tutelles. Nous avons dit ce que nous pensions des contrats dits de Cahors, que nous avons rebaptisés de son nom juridiquement évident, contrats léonins. C'est vrai aussi et surtout de la fin de toute autonomie fiscale. Nous assistons à une nationalisation des impôts à marche forcée. C'est vrai de la taxe d'habitation, c'est vrai de la taxe sur l'électricité, c'est vrai des impôts économiques. Mais même quand on a des dotations, et en particulier en investissement, maintenant, la mode est allée flécher, c'est-à-dire à ce que l'État décide quelles devaient être les priorités des collectivités territoriales. Ce retour des tutelles, il met les collectivités aujourd'hui dans une dépendance quasi totale vis-à-vis de l'État. Comme l'a écrit Albert Camus, quand vous privez le travailleur de son pain, que lui reste-t-il de liberté ? Eh bien, quand on prive les collectivités locales de la maîtrise sur leurs finances, que leur reste-t-il de liberté réelle ? La vérité, c'est que l'État, aujourd'hui, son président, son gouvernement, considère les communes et les budgets des communes comme des budgets annexes de l'État. Et nous considère au quotidien comme des sous-traitants purs et simples de la politique nationale. C'est bien entendu inentendable de la part des élus locaux, d'autant plus que nous continuons à être stigmatisés. Je rappellerai l'accusation portée par le président de la République lui-même de clientélisme à l'égard des maires de France. Je rappellerai l'opération « Dénonce ton maire », hier, il y a peu, pour l'une et l'autre. Et aujourd'hui, on instille le soupçon, au détour de la loi censée conforter les principes républicains, que les maires soient faibles à l'égard de la laïcité. Et on invente la carence des collectivités locales et de leurs maires. Alors que ce sont eux, et d'ailleurs Anne Hidalgo vient de le rappeler magnifiquement, qui portent au quotidien le vivre ensemble, les principes républicains, et donc bien évidemment la laïcité, qui n'est jamais que la fraternité en acte. Et dans le même temps, cet exécutif, qui semble vouloir donner la leçon aux élus locaux, a démontré malheureusement et au sommet de l'État que sa pensée était hésitante sur la place que devait avoir la laïcité dans notre pays. On a le sentiment que la crise, et c'est un sentiment pas seulement ressenti par les élus, mais par les citoyens eux-mêmes, que la crise est un prétexte au recul des libertés. Il semblerait que moins l'État est présent sur les territoires. Je pense à sa faiblesse en matière de santé, d'école, de justice, de police. Moins il est présent sur le territoire, plus il a la tentation d'être autoritaire. C'est l'avalanche des ordonnances, des décrets, des circulaires, qui aujourd'hui nous mettent corset sur corset dans notre action quotidienne. Et pourtant, je rappelle que la Constitution affirme la libre administration des collectivités locales et leur autonomie financière. Cette libre administration, elle est aujourd'hui une guenille. Quant à l'autonomie financière, elle est devenue un fantôme. Nous ne voulons pas être occasionnellement écoutés, mais entendus. Nous voulons que cessent les palinodies qui consistent à se réunir en grand appareil
simplement pour que l'État nous délivre ces messages sans qu'il y ait de véritable échange. Nous voulons un véritable dialogue et donc une véritable négociation sur les sujets qui sont de notre compétence. Nous voulons, bien évidemment, parce que c'est la condition de notre capacité à agir. Et cette capacité à agir, elle est essentielle pour la relance de la nation, que nous soit donnée l'autonomie fiscale et financière. Nous voulons, et cela a été dit à la fois par François Baroin et Anne Hidalgo, une nouvelle étape de la décentralisation, qui soit un vrai projet politique pour notre pays, qui lui redonne de l'air, de la capacité d'innovation, de la capacité d'action. Oui, nous sommes peut-être exigeants, peut-être sommes-nous simplement réalistes, parce que nous sommes à côté de beaucoup d'autres. Je pense bien sûr aux services de santé, je pense aussi à nos services municipaux, en première ligne des attentes de nos concitoyens. Oui, parce que nous sommes en première ligne avec eux, à leur côté, nous avons le droit d'être exigeants. Or, aujourd'hui, il faut que cesse la surdité pour que s'ouvre le dialogue. Cela passe par un mot et un seul, la confiance. Merci André. Philippe Laurent, secrétaire général de l'Association des maires de France. Et bonjour à toutes et à tous. En écoutant mes trois collègues là, qui viennent de s'exprimer, qui sont maires de villes de tailles différentes et de sensibilités politiques aussi différentes, je me disais qu'il fallait que je vous dise l'unité des maires de France. Ce qui a été dit par les uns et par les autres, tous les maires de France le ressentent. Ils ne l'expriment pas forcément de la même manière, mais tous les maires de France le ressentent. Lorsque Anne Hidalgo parle des tensions sur son budget, liées à la fois à l'augmentation des dépenses liées au Covid et également à la baisse des ressources, eh bien toutes les communes de France subissent ces mêmes tensions, chacune évidemment à son échelle. Et c'est parce qu'il y a cette unité de pensée, d'analyse, cette unité aussi dans l'inquiétude pour le court terme, mais aussi pour le long terme. Et aussi parce qu'il y a cette unité d'engagement dans le service public local de l'ensemble des maires que notre association représente bien l'ensemble des maires de France. Cet engagement des maires de France dans le service public local, je veux y insister. C'est pour ça que c'est important que les communes fonctionnent et qu'elles fonctionnent bien. Parce que ce que font les communes, les élus, mais pas seulement, le million d'agents publics qui collaborent dans nos collectivités locales, et d'abord les communes et les intercommunalités, 1 million d'agents publics au service des Français. Parce que ce que nous faisons est essentiel pour la vie quotidienne de nos concitoyens. Imaginez, prenez votre journée et regardez combien de fois dans la journée vous avez affaire à quelque chose qui est, sinon géré, en tout cas accompagné par la commune dans laquelle vous habitez. Et vous verrez que cette occurrence revient de nombreuses fois dans la journée. Les écoles, les crèches, les politiques pour la jeunesse, le sport, la culture, l'accompagnement des aînés, les commerces, sur lesquels nous avons beaucoup travaillé ces dernières années, d'ailleurs, en lien avec le gouvernement, ce qui est d'ailleurs assez étrange, parce qu'aujourd'hui, la fermeture imposée de l'ensemble des petits commerces vient d'une certaine manière en contradiction avec la politique que le gouvernement lui-même mène avec nous pour la revitalisation des centres-villes, le cadre de vie, le logement, sujet ô combien important dont on parle malheureusement insuffisamment. Sur tous ces domaines-là, les maires, leurs équipes, les agents publics territoriaux sont engagés pour fournir le meilleur service public local possible à l'ensemble de nos concitoyens. Et puis, il y a une autre raison de cet engagement des maires. C'est ce qu'on appelle, un mot un peu technocrate, mais enfin, la transition écologique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, malgré toutes les lois qu'on peut faire, toutes les conventions qu'on peut réunir, si les maires, leurs équipes, leurs agents ne sont pas à la manœuvre pour accompagner cette transition écologique, pour faire en sorte que nos compatriotes aussi évoluent dans leur comportement, parce qu'il s'agit de cela aussi, eh bien, ça ne fonctionnera pas.
Les communes sont les échelons indispensables à la fois pour la vie quotidienne, mais aussi pour la préparation de l'avenir. Et cela, nous voulons le dire, le redire, on l'a déjà dit souvent, mais malheureusement, nous devons constater que ça n'est pas toujours entendu, parce que peut-être il y a aussi parfois un manque de vision à long terme au niveau le plus élevé national. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle nous avons cette volonté farouche de faire entendre notre voix. Non pas contre un tel ou contre telle ou telle structure, mais parce que, comme nous l'avons dit tout à l'heure, eh bien, les communes et les intercommunalités et les collectivités locales en général sont des partenaires incontournables de l'action publique dans notre pays. Un gouvernement, quel qu'il soit, ne peut rien faire s'il n'y a pas l'engagement des collectivités locales, des élus locaux qui ont la légitimité du suffrage universel, s'il n'y a pas cet engagement pour à la fois contribuer à définir et pour mettre en œuvre les politiques publiques locales. Et pour terminer, je voudrais rappeler les résultats du baromètre de la communication locale qui a été publié il y a quelques jours et qui montre la crédibilité des informations pour les Français, des informations qui sont diffusées au niveau local. Les 3/4 des Français font confiance à la qualité de l'information diffusée sur le plan local. Ils font confiance dans cette qualité de l'information parce que, tout simplement, ils font confiance dans leurs élus locaux et dans leurs maires en particulier. Je vous remercie. Merci beaucoup, Philippe. Nous sommes disponibles pour vos questions à présent. Bonjour, Alexandre Poussard pour Public Sénat. Une question sur la relation entre l'État et les maires pendant cette crise sanitaire. On a vu ces derniers mois la fronde de certains élus concernant les mesures prises par le gouvernement sur le couvre-feu, sur la fermeture des commerces. Est-ce que ça veut dire que la relation entre l'État et les maires s'est dégradée au cours de cette crise ? Alors, on doit la vérité de reconnaître qu'elles n'étaient pas terribles avant de rentrer dans cette crise. Mais on a le sens des responsabilités, on a le sens de l'État. Et nous ne sommes pas des adversaires de l'État. Et d'ailleurs, beaucoup d'entre nous, en face de vous, nous avons été en responsabilité, nous avons servi l'État et nous avons une claire conscience du rôle dans un pays comme le nôtre, dans son histoire, dans sa construction, de l'importance d'avoir un État, mais pas un État qui soit un personnage avide de pouvoir pour réduire les libertés, singulièrement de ses partenaires, en l'occurrence des collectivités locales. Et ce qu'a dit André Léniel est très juste. Il est frappant de voir que depuis 1982, c'est un problème culturel et nous ne cessons de le dénoncer. Alors, ce n'est pas depuis 3 ans. C'est probablement depuis plusieurs années, ce n'est pas lié qu'à ce pouvoir ou qu'à l'état d'esprit de ceux qui incarnent ce pouvoir et qui ont la légitimité pour l'incarner, aujourd'hui encore. C'est lié à une logique de non-acceptation, au fond, d'une impuissance. Et à force d'être aveugle sur son impuissance, et je le dis, l'État a été impuissant sur la première partie de la crise, du confinement, mais de manière spectaculaire, mais comme rarement, sur la logistique. La bataille du dernier kilomètre, de l'acheminement des masques, des protections, du cadre général, et la caricature de l'impuissance que nous dénonçons de l'État dans les territoires, sur beaucoup de secteurs et sur celui-ci en particulier. Le deuxième échec, et nous l'avons dit devant les commissions d'enquête à l'Assemblée nationale et au Sénat, j'étais aux côtés d'Anne Hidalgo, c'est un constat partagé par tous les maires, quelles que soient les sensibilités. Vous avez à peu près toutes les sensibilités politiques représentées devant vous aujourd'hui, et nous avons le même constat. C'est que dans la gestion de la crise, le ministère de la Santé et le ministère de l'Intérieur ne se sont pas entendus pour dire qui était le pilote. Ou plutôt, il y a eu un pilote, un ministère, hospitalo-centré, c'est-à-dire 2% des soins, fonctionnant en silo, les problèmes avec les ARS signalés dans tous les territoires, alors que le ministère de la gestion de la crise, et nous sommes en crise, qui est notre interlocuteur traditionnel, avec lequel nous n'avons pas de difficulté pour gérer les crises, c'est le ministère de l'Intérieur, en appui du ministère de la Défense. Donc il y a des problèmes de méthode, des problèmes de culture, des problèmes d'organisation, il y a des problèmes des calendriers d'action. Et dans le calendrier d'action, les mesures liées confinement, déconfinement, reconfinement, redéconfinement, les maires ont souvent appris par vous-même des mesures qui concernaient leur territoire. Vous êtes mieux informés que les maires. Vous, la presse, vous êtes mieux informés. Et d'ailleurs, vous êtes mieux informés aujourd'hui
à quelques heures des annonces effectuées par le chef de l'État. Alors, on suppose qu'il y a un confinement, et puis on s'organise. Lorsque les maires, le vendredi, c'est-à-dire quelques heures après l'officialisation du confinement annoncé par le chef de l'État, dont c'est la prérogative et que personne ne conteste, certains, quelques dizaines, ont pris des mesures d'arrêtés municipaux concernant les commerces de proximité. C'est ça le cœur de votre question, qui ne rentrent pas dans le cadre légal de l'état d'urgence sanitaire. Ils ne le font pas pour être hors la loi. Ils le font pour être des lanceurs d'alerte sur le fait qu'il y a un problème. Et qu'a fait l'Association des maires de France? Nous avons relayé, non pas un message pour dire à tous les maires de France, prenez des arrêtés légaux, nous avons relayé un message de responsabilité à l'égard de l'État sur le thème. Là, il y a un vrai sujet et il faut que nous en discutions pour voir de quelle manière on peut corriger. Nous avons formulé des propositions. Et ces propositions, c'est de dire, organisons dans chaque département qui nous semble être le bassin pertinent d'action, des relations avec les associations départementales des maires et les maires de préfecture où il y a la plus grande concentration de commerce, où rue par rue que nous connaissons, l'organisation du porte-à-porte, les rendez-vous, il y avait d'autres méthodes et d'autres possibilités. La porte a été fermée. Nous avons relancé il y a 15 jours, la porte a à nouveau été fermée. Alors oui, il y a des sentiments d'écoute, il y a une volonté il y a une bonne volonté, il y a un nombre de réunions incalculable. Mais enfin, ça s'est vraiment dégradé pendant l'été. Et d'ailleurs, à la sortie de l'été, on a dit stop. Le Premier ministre l'a entendu, nous a réunis très vite, a acté le fait que l'État s'était relâché, c'est-à-dire avait repris ses habitudes d'ultra-centralisation de décisions sans informer personne. Ça s'est un peu amélioré, mais pas sur les décisions majeures, et pas sur celles qui concernent la vie des Français. Et celles-là, nous constatons à regret, comme beaucoup d'acteurs, que nous sommes un peu impuissants pour obtenir un dialogue qui soit à la hauteur de l'enjeu, c'est-à-dire des responsabilités partagées. Oui, bonjour, Nathalie Moret pour les journaux du groupe EBRA. Vous l'avez déjà un peu évoqué, François Baroin et vous aussi, Anne Hidalgo, mais le plan de relance se fera essentiellement sur la base de contractualisation entre l'État et les régions. Vous avez dit que les communes, il n'y avait pas assez de part laissée aux communes. Alors globalement, est-ce que vous sentez, vous, en tant que maire, les oubliés du plan de relance et qu'est-ce que vous demandez au gouvernement ? Je peux dire un mot sur le sujet. Je pense, et en tout cas c'est la proposition que j'ai portée auprès et de Bruno Le Maire et du Premier ministre, le plan de relance s'appuie sur les entreprises avec des aides directes aux entreprises, je ne remets pas cela en cause, mais rien du côté des collectivités territoriales, alors que l'on sait que l'investissement public dans notre pays est porté à 70% par les collectivités locales et que par ailleurs, l'investissement public, notamment porté par les collectivités locales, a un effet d'entraînement, joue un rôle de moteur économique sur nos territoires. Et en fait, par rapport à la question du plan de relance, il y a une approche comptable des finances publiques qui est portée par les ministères et le pouvoir politique en place, qui consiste à dire il faut absolument empêcher les collectivités de considérer qu'elles pourraient avoir une dépense publique pendant cette période, puisque le déficit de l'État est, je dirais, à son maximum. Donc il faut contraindre cette dépense-là, sans trier dans la dépense d'ailleurs, et en considérant la dépense d'investissement comme une mauvaise dépense. Alors que nous sommes à un moment où cette dépense d'investissement que nous devons porter, et qui d'ailleurs est inscrite dans nos projets municipaux qui viennent d'être légitimés ou relégitimés, cette dépense d'investissement, en général, elle va dans quel sens ? Le soutien à l'économie locale, le soutien à la transition écologique, la solidarité pour les plus démunis. Bref, c'est quelque chose qui est très consensuel si on regarde au fond vers quoi s'oriente cette volonté d'investissement des collectivités locales. Ne pas utiliser ce levier qui est prêt d'ailleurs, qui permettrait de pouvoir, avec
les concours complémentaires de l'État venant du plan de relance, d'amplifier justement cet effet de levier économique sur nos territoires en sortant d'une approche comptable et en passant à une approche un peu plus macroéconomique. C'est quoi l'effet de levier de l'investissement public? C'est de l'emploi créé, c'est de l'orientation, de développement dans tel ou tel secteur, notamment dans celui de la transition écologique. On le voit bien en 2014, où on a déjà été confronté à ce type de problème avec les ponctions que le gouvernement de l'époque avait décidé de faire sur nos collectivités. Beaucoup de collectivités n'ont pas été en mesure de porter des plans d'investissement. À Paris, nous avons pu le faire parce que c'est plus grand, c'est plus gros et qu'il y avait des marges de manœuvre. Nous avons porté cet investissement. Que m'ont dit les acteurs, par exemple, du bâtiment et des travaux publics? Heureusement qu'à l'époque, en 2014, vous avez maintenu un investissement fort parce que ça a permis à notre secteur de ne pas s'effondrer, notamment à Paris, mais aussi dans beaucoup d'autres villes qui avaient pu faire ce choix-là. Donc il faut sortir d'une approche comptable de ce qu'est un plan de relance. Un plan de relance, ça doit d'abord prendre en considération ce qu'est un territoire, quelles sont ses fragilités, quelles sont ses opportunités et ses forces, et comment mettre autour de la table les forces économiques, les forces sociales, parce qu'il faut aussi évidemment de la discussion avec les organisations syndicales de travailleurs, et les collectivités territoriales, pour conjuguer les efforts conjoints. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Pour l'instant, par exemple, la réponse du plan de relance sur un sujet qui aurait pu être porté très largement, très rapidement par beaucoup de communes, la pérennisation des coronapistes. Vous savez quelle a été la solution trouvée? Un appel à projet national. Nos budgets sont prêts. Les lignes budgétaires pouvant accueillir ces sommes venant du plan de relance, elles sont là. Pourquoi n'a-t-on pas utilisé les programmes des collectivités territoriales, notamment dans les grands centres urbains qui avaient déjà inscrit la pérennisation de ces coronapistes? Pourquoi passer par un appel à projet qui va prendre des mois et des mois et des mois et qui ne verra la traduction que dans des mois et des mois, alors qu'il y a un besoin d'aller vite? Donc oui, il faut des discussions d'ailleurs territoriales. Les solutions de Paris ne sont pas les solutions des territoires ruraux. C'est pour ça qu'il faut aussi ce dialogue territorial. Évidemment que les questions de mobilité à Paris ne sont pas celles qui peuvent résoudre les questions de mobilité en Corrèze ou dans la Creuse. Évidemment. Et c'est là que les acteurs locaux ont un rôle essentiel avec les acteurs économiques et les acteurs sociaux. André Léniel. Oui, très brièvement pour compléter. Nous avons chiffré pour 2020, et c'est un chiffre bas puisqu'il a été fait avant qu'il y ait le deuxième confinement, les pertes de ressources et les dépenses nouvelles pour les communes et leurs intercommunalités à hauteur de 6 milliards. C'est un chiffre qui est communément admis, y compris par ceux qui avaient la mission de faire une estimation. Qu'avons-nous en regard de ces 6 milliards de la part de l'État sur 2020 ? Nous avons, alors qu'on nous avait dit qu'il y aurait autour de 14-15 000 communes qui en bénéficieraient, 2 500 communes qui vont bénéficier de crédits de fonctionnement à hauteur de 230 millions. 230 millions. À cela s'ajoute, pour être complet, en investissement, sur 2020, 400 millions de dotation de soutien à l'investissement local. Si vous additionnez les deux, ça fait 630 millions, à comparer aux 6 milliards, qui, je le répète, sont aujourd'hui une estimation probablement basse du coût de la crise pour nos collectivités territoriales. Cela entraîne, et ça sera mon deuxième mot, bien entendu un recul de l'autofinancement, ça a été évoqué à la fois par François Baroin, Anne Hidalgo, Philippe Laurent, parce que c'est un problème crucial. La Cour des comptes elle-même chiffre à moins 20% les prévisions de baisse de l'autofinancement brut. Or, l'autofinancement brut intégrant le remboursement du capital, en réalité, ce sera moins 30% sur l'autofinancement net, et c'est l'autofinancement net qui permet d'investir, qui permet de moderniser, qui permet de prendre en compte les attentes de nos concitoyens. C'est ça la réalité comptable à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui. S'il n'y a pas cette prise en compte, alors il est clair que nous ne serons pas, ou alors très faiblement,
en capacité de répondre à la nécessité absolue de relance pour notre pays. Mais je crois qu'Anne Hidalgo a employé un bon mot, celui de levier. Le problème, c'est que Bercy et la haute administration, depuis très longtemps, tu as raison François, même si ça s'est accéléré ces 3 dernières années, considèrent que les collectivités sont une charge. Nous considérons au contraire que c'est un levier, et un levier essentiel pour la relance et pour la modernisation de notre pays. Philippe Laurent. Oui, simplement, pour compléter ce que vient de dire André et que je partage entièrement, je veux dire que si les collectivités locales veulent participer à la relance, elles le feront essentiellement par le biais de politiques ambitieuses d'investissement dans les domaines que nous connaissons, parce que les maires ne sont pas plus idiots que les autres, ils savent très bien quels sont les domaines dans lesquels il faut aujourd'hui investir pour préparer l'avenir, et pas l'avenir de demain, mais l'avenir d'après-demain et d'après-après-demain. Seulement pour le faire, il faut que, d'une part, il y ait les moyens, et notamment la préservation, sinon l'augmentation de la capacité d'autofinancement dont vient de parler André, mais il faut aussi qu'il y ait une visibilité sur l'avenir. Or, lorsque nous avons donc vu arriver le projet de loi de finances pour 2021, nous avons constaté avec surprise, et je dois dire que nous n'étions pas les seuls, parce que, y compris des députés de la majorité parlementaire, en ont fait le même constat et l'ont regretté, qu'il n'y avait rien, aucun message en tout cas, sur la possibilité pour l'État de compenser les pertes de recettes liées à la crise sanitaire qui vont arriver à partir de 2021 et 2022. Parce que dans les questions de fiscalité locale, sans rentrer dans les détails, il y a des effets de décalage d'1 an, voire de 2 ans. C'est-à-dire qu'en 2022, les collectivités locales, ou certaines d'entre elles, donc, subiront des baisses de recettes liées à l'arrêt de l'activité en 2020, ou à la baisse de l'activité en 2020. C'est ainsi, c'est par construction, c'est ainsi. Et donc, par conséquent, nous avons dit au gouvernement, s'il vous plaît, et nous l'avons dit aussi au Parlement, et certains parlementaires, d'ailleurs, ont marqué leur accord, même si, malheureusement, ça n'a pas pu être inclus en première lecture au projet de loi de finances 2021, nous leur avons dit, donnez un signe à l'ensemble des maires et à leurs équipes qu'en 2021 et en 2022, il y aura toujours, enfin il y aura, pas toujours parce qu'aujourd'hui ça ne l'est pas, mais enfin il y aura un accompagnement plus important des collectivités, en tout cas pour celles qui subiront des pertes importantes de recettes. Le gouvernement a refusé, c'est pas ce qu'il a oublié, il a refusé cela. C'est-à-dire qu'il nous refuse même la possibilité d'avoir une vision à un peu plus de 3 mois de nos finances locales. Or, je dois dire que les maires sont des gens assez responsables, même très responsables et raisonnables. S'ils n'ont pas la vision de leur capacité d'autofinancement dans les années qui viennent, ils n'investiront pas parce qu'ils n'iront pas s'endetter de manière trop importante. Ça n'est pas vrai. Moi, j'entends parfois, on dit, les collectivités locales, finalement, sont assez peu endettées, globalement, elles n'ont qu'à s'endetter. Non, on ne le fera pas, parce que nous sommes construits ainsi. On le fera de manière raisonnable, mais on ne le fera pas de manière déraisonnable. Et donc, par conséquent, s'il n'y a pas cette assurance, ce discours rassurant aussi sur les capacités financières dans les années qui viennent, eh bien, je crains que nos collègues soient amenés, malheureusement, ils le regretteront, à renoncer à un certain nombre d'investissements qui pourraient, en revanche, participer à la relance de l'économie. Ce que dit Philippe Laurent est évidemment important. Ça complète ce qu'a évoqué Anne et André Léniel. Je rappelle la grande différence entre l'État et nous sur cette affaire de finances. Les gens qui nous regardent doivent savoir que derrière, c'est être à la hauteur de la crise sociale, de la montagne qu'on va avoir à gravir dans les semaines et dans les mois qui viennent. Les chiffres sur le RSA, les chiffres sur la pauvreté. On est tous en train de préparer nos budgets. Les aides d'urgence pour les centres communaux d'aide sociale sont en train d'exploser. Vous avez même des structures historiques, la banque alimentaire, qui achètent désormais, alors que la logique, c'est juste de la distribution et que nous apportons des subventions pour aider des structures comme celle-ci, pour acheter de la nourriture, pour accompagner des gens qui sont extraordinairement démunis, 10 millions à l'échelle nationale. Mais nous, et c'est cette conclusion à laquelle je veux en venir, on n'a pas le droit d'emprunter de l'argent pour du fonctionnement. On ne peut pas aller voir un banquier pour demander un prêt sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans, pour pouvoir ensuite distribuer des subventions à des associations qui vont accompagner, par exemple, les plus démunis.
ou qui vont par exemple accompagner des associations dans le domaine sportif, ou par exemple financer la relance du secteur culturel, le spectacle vivant, le théâtre, le cinéma, les aides. Tout ce tissu-là qui fait la France est très, très abîmé, presque dans tous les sens du terme. Et c'est cette question-là qui est aujourd'hui au cœur des débats de notre congrès virtuel et des semaines que nous souhaitons avoir de discussion avec l'État pour être au rendez-vous de la relance et au fond de la réparation de notre pays dans un premier temps, de son rebond dans un second mouvement. Oui, bonjour Patrick Roger, Le Monde. Je dois vous reconnaître une certaine constance dans vos propos d'un congrès à l'autre. On ne va pas le nier. On reconnaît votre fidélité et votre présence. Cela dit, bon, personne ne cherchera à contester l'ampleur de la crise et de ses conséquences, évidemment. Et comme vous dites très bien, le gros de la crise est devant nous, très probablement, et on le sait et on le redoute. Mais de là à imaginer que rien n'a été fait, j'entendais notamment vos chiffrages sur la prise en compte par l'État des pertes de recettes des collectivités locales. Si je ne me trompe pas, entre la loi de finances rectificative 3, la loi de finances rectificative 4 et le projet de loi de finances pour 2021, ce sont au total 6,9 milliards d'euros qui ont été dégagés pour financer une partie des pertes des collectivités locales, dont 2,2 milliards pour le bloc communal. Alors, je ne sais pas, peut-être que vous contestez ces chiffres qui ont été donnés par le président de la délégation aux collectivités territoriales de l'Assemblée nationale. Premier point de débat. Ensuite, sur la territorialisation du plan de relance. Vous dites qu'il n'y a pas de dialogue territorial. Moi, je me réfère à la longue circulaire qui a été adressée par le Premier ministre le 20 novembre aux préfets de département et aux préfets de région pour l'élaboration de plans de relance territoriaux et de transition écologique, qui donnent des consignes très claires aux préfets de région et de département pour engager ces contrats de relance avec les collectivités territoriales. Et donc, j'ai du mal à imaginer que rien n'est fait pour territorialiser ces plans de relance. Si vous me le permettez, Patrick Roger, alors d'abord, je voudrais féliciter votre pleine connaissance de tous les décrets gouvernementaux, ce qui montre que vous accompagnez avec beaucoup de professionnalisme l'expression de la parole gouvernementale, mais pour aller plus loin, mais ça fait partie de nos échanges traditionnels. Mais j'admire votre naïveté. Vraiment, je l'admire. Je ne m'en lasse pas, d'ailleurs. Et je ne m'en lasse pas sur un point. Quand vous dites les décrets sont passés et donc les préfets ont l'obligation de discuter avec les élus. Mais ça se passe très bien. Nous sommes des chambres bien élevées, nous sommes républicains. La plupart du temps, sont des gens qu'on a connus dans des vies antérieures. On est heureux de travailler avec les préfets. C'est d'ailleurs nous-mêmes c'est l'AMF qui a demandé à l'époque à M. Castex, M. Déconfinement, de remettre les préfets au cœur des départements. C'est nous qui demandons à ce que les préfets aient du pouvoir sur les administrations. Ils n'en ont plus, les administrations départementales. C'est nous qui demandons à ce que les préfets de département aient une autorité sur les recteurs, sur les DREAL, sur les ARS, sur tous les représentants des administrations. Nous souhaitons un interlocuteur fort. Mais aussi fort soit-il, aussi aimable, aussi républicain, aussi respectueux, aussi grand serviteur de l'État soit-il, s'il n'a pas les moyens budgétaires déconcentrés, c'est un chevalier sans armure. Et c'est là où j'apprécie votre naïveté et que je la souligne, c'est qu'entre le décret sur une méthode de travail et la réalité budgétaire, vous avez l'écart qui sépare deux rives, celui de l'action et celui de l'impuissance. André. Oui, là aussi, nous nous complétons merveilleusement, mais c'est parce qu'on essaie de travailler dans l'intérêt général et surtout de dire des choses qu'on peut toujours prouver, ce que j'ai toujours fait en matière de finances. Aujourd'hui, quand on fait des additions territoriales, ça ne veut en aucun cas dire que ce sont des crédits pour les collectivités territoriales. Quand on met des crédits pour le logement sur un territoire, ça ne passe pas par les collectivités territoriales. Donc il faut distinguer les crédits territorialisés, comme vous le dites, et les crédits pour les collectivités territoriales. Et mon expression sur les chiffres
que j'évoquais il y a quelques instants concernent les collectivités territoriales. Nous avons eu, je le répète, je confirme, et je suis prêt à démontrer, nous avons eu en tout et pour tout, pour 2010, en fonctionnement, 230 millions par un décret qui est passé devant le comité des finances locales sous ma présidence. Et les chiffres que j'avance sont ceux de la fiche technique qui accompagnait le décret, la fiche d'impact. Ce sont donc les chiffres de l'État, 230 millions pour compenser toutes les pertes de fonctionnement qui ont été celles du bloc communal. Quant à la décile, elle a été annoncée à 1 milliard, ce qui est exact. Mais il y a 400 millions seulement en crédit d'engagement sur 2020. Les 600 autres millions devant être théoriquement en engagement sur 2021. Et donc, sur 2020, je confirme que nous avons en tout et pour tout 630 millions. Mais c'est vrai que j'ai lu un certain nombre d'écrits où, pour dire que beaucoup d'argent arrivait vers les collectivités territoriales, par exemple, on intégrait les sommes importantes de remboursement du fonds de compensation de la TVA. Je voudrais simplement rappeler que quand on fait des additions avec des crédits réels et avec des remboursements aux collectivités de la TVA qu'elles ont payée, ce ne sont évidemment pas du tout les mêmes choses. C'est un dû, ce n'est pas une dotation nouvelle. Par contre, en termes de dotation, les chiffres pour 2020 sont ceux que je viens de rappeler. La dotation d'équipement des territoires ruraux, la DETR, ayant pour sa part été totalement stable, c'est-à-dire sans aucun coup de pouce en 2020, malgré les événements. Les chiffres sont têtus. Bonjour, Maxence Lambrec, France Inter. J'ai 3 petites questions. La première, la territorialisation du redéconfinement. Vous venez d'en parler, François Baroin. Jusqu'où ça peut aller? Vous considérez qu'il faut retourner aux situations départementales, distinguer et rouvrir les restaurants en Bretagne parce que les contaminations sont beaucoup plus faibles qu'en région Auvergne-Rhône-Alpes, par exemple? Jusqu'où ça va? La deuxième question sur la campagne de vaccination. Vous imaginez ouvrir les mairies et ouvrir les gymnases pour que les vaccinations aient lieu dans vos locaux? Et la troisième question, c'est la petite musique qu'on entend au sein du gouvernement sur la difficulté à travailler avec vous, AMF, alors que ça se passe beaucoup mieux avec France Urbaine, avec l'Association des petites villes, avec l'Association des maires ruraux. On a l'impression qu'il y a un conflit permanent et que chaque année, ce congrès est un lieu de tension assez inédit. Oui, je vais répondre au dernier point. Donc vous confirmez bien la réalité. L'Association des maires de France, elle rassemble 99% de toutes les communes, toutes sensibilités confondues. Ça fait plus d'un siècle que ça dure. Et la force de cette association, c'est son indépendance, son rassemblement de toutes les sensibilités politiques. Vous avez toutes les forces politiques et des gens qui sont pleinement engagés au service de leur territoire. Ça gêne tous les gouvernements, celui-ci comme les précédents, y compris ceux auxquels j'ai appartenu. Je me souviens moi-même, comme ministre du Budget, avoir terminé goudron et plume lorsque j'avais annoncé le gel des dotations au moment de la loi de finances que je portais. Donc voilà, que ce gouvernement ne s'affole pas, voilà, n'ait pas peur. Hein. L'AMF est une institution qui est indépendante de l'État, indépendante de tous les gouvernements et qui défend ce qui lui paraît être bon pour le pays. Et ce qui nous paraît être bon pour le pays aujourd'hui, c'est une nouvelle organisation des pouvoirs publics. C'est une ambition décentralisatrice. Et quand quelque chose va dans la bonne direction, n'hésite pas à le dire. Mais vous ne pouvez pas demander à une association généraliste comme la nôtre, qui est la grande différence avec celle que vous avez citée, puisqu'on brasse tous les sujets de tous les territoires, de la ville de Paris jusqu'à la plus petite commune. Lorsque vous constatez une nationalisation des impôts locaux, passant par la taxe d'habitation, et ce qui est en débat, sur les impôts de production, qui est donc une recentralisation de la part de l'État maximale, en coupant les ailes sur l'autonomie financière, et en coupant les jambes sur l'autonomie fiscale. Est-ce qu'on peut adresser des compliments sur une politique qui, de notre point de vue, va à l'opposé de ce qui est proposé? Est-ce que l'on peut adresser des compliments et ça ne gêne pas la collaboration effective? Nous travaillons avec l'État, mais nous avons des désaccords profonds et nous les assumons naturellement. Et le congrès des maires est le congrès de tous les maires. Et on regrette vivement de ne pas pouvoir leur dire en face
Et on le dit régulièrement en face. Est-ce que sur ces sujets, quand nous prenons date sur l'APL et que nous ne sommes pas entendus, l'histoire ne nous donne pas raison? Lorsque nous prenons date au Congrès des maires sur la taxe d'habitation, la suppression du lien entre le territoire et l'habitant, sur les conséquences directes sur le financement des politiques publiques, que 2 ans avant nous le disons, que 2 ans plus tard on constate les résultats, est-ce qu'on n'est pas, nous, dans la bonne direction? Est-ce qu'avant les gilets jaunes, quand nous alertons sur le 90 km/h, nous ne sommes pas dans la bonne direction? Est-ce que là, lorsque nous disons c'est une faillite de l'État sur la logistique, nous ne sommes pas dans la direction pour aider l'État à se réformer? Est-ce qu'aujourd'hui, lorsque l'on dit sur le déconfinement, il faut le territorialiser, jusqu'où il faut aller, nous n'allons pas nous dire, tiens, en Bretagne, il faut faire comme ça. Les maires de Bretagne sont les mieux à même pour dire, peut-être que là, dans telle rue, dans tel parti, dans telle organisation, il peut y avoir une rouverture et des commerces de proximité, et pourquoi pas des bars et des restaurants, si c'est bien géré, avant Noël. C'est la mesure unilatérale qui montre justement le fait d'une mauvaise compréhension du fonctionnement de notre pays. Et ça, nous le disons. Alors ça ne plaira peut-être pas, ça n'a objectivement aucune importance, et nous continuerons à le dire. Ça aura de l'importance si ça aide ce gouvernement à modifier son point de vue et à modifier son regard. Sur la territorialisation, j'ai répondu, et sur la campagne de vaccination, alors ça, je vous le dis, l'État n'est pas en situation aujourd'hui, sur la base de ses locaux et autres, de mener une campagne de vaccination sur les communes. Mais ça, il faut être très conscient de ça. Je ne parle pas de regard sur le fond. Le choix du vaccin appartiendra à l'État. Je ne porte pas un regard sur la décision de la communication autour de la campagne de vaccination, quel public, à quel rythme, selon quelle méthode. Ça n'est pas notre affaire. En revanche, je dis que pour y parvenir et pour le faire accepter, sans les maires, ce rendez-vous-là sera un échec comme celui de la première partie du confinement concernant la logistique sur les masques et comme celui sur la première partie du déconfinement sur les tests. Et c'est pour ça qu'on prend date aujourd'hui. Et vous avez raison d'être à cette conférence de presse, non pas pour dire j'y étais, mais juste pour dire ça va nourrir la réflexion partagée et ça aidera peut-être, et c'est ce que nous souhaitons, l'État à modifier son point de vue, à se réorganiser. Le ministère de la Santé aujourd'hui, il travaille tout seul. Et comme il travaille tout seul, eh bien, sur ce rendez-vous-là, je ne suis pas sûr qu'il y parvienne mieux que ce qu'il a fait jusqu'à présent. Bonjour, Antonio Rodriguez, AFP. Je voulais revenir sur l'intervention de ce soir du président de la République. Vous avez dit tout à l'heure que vous attendiez une correction de l'inéquité par rapport aux petits commerces. Je me demandais si vous pouviez être plus précis, plus concret, est-ce que vous attendez une réouverture de ces petits commerces à court terme? Et je voulais poser une autre question. Alors, elle est un peu tirée par les cheveux, mais comme je vous ai entendu la semaine dernière tacler Gérald Darmanin pour avoir critiqué la gestion de la police à Grenoble, je me demandais si vous aviez une réaction par rapport à ce qui s'est passé ce soir, place de la République, l'évacuation de la place de la République. Merci. Voilà, je me permettrai de laisser à Anne Hidalgo le soin de répondre. Sur les petits commerces, oui, on l'a dit dès le lendemain de l'annonce, on souhaite une territorialisation de l'ouverture des commerces. On le dit depuis le début de ce nouveau confinement, c'est la méthode la plus intelligente, la plus pragmatique, la plus cohérente, celle qui permettra peut-être de sauver, tout en respectant la protection sanitaire des Français et la lutte contre l'épidémie, qui permettra de sauver des acteurs majeurs de chacune de nos villes. Nous l'avons redemandé il y a 15 jours, à quelques heures de l'intervention du président de la République. Nous le sollicitons à nouveau dans une territorialisation, c'est-à-dire une discussion avec les préfets, peut-être sur une ville, prenons l'exemple de Troyes, tout ne peut pas être forcément réouvert en même temps, mais on peut dans certaines rues le faire de manière intelligente, coordonnée. Il aurait fallu le mener depuis le départ. Et sur la situation du débat qu'il y a eu entre le ministre Darmanin et le maire de Grenoble, c'est pas la semaine dernière, je me suis exprimé dès le départ, au cours d'une réunion à Matignon, où ce débat nous a gênés. Et pourquoi il nous a gênés? Pas tellement qu'un ministre de l'Intérieur prenne à partie un maire. Ça, après tout, c'est le débat public, c'est la démocratie, chacun assume ses positions. Mais parce qu'en prenant à partie un maire sur le thème « Vous, monsieur le maire, vous n'avez pas assez investi dans la sécurité, il n'y a pas assez de caméras de vidéosurveillance dans un quartier », il entretient une confusion dangereuse pour l'État lui-même de savoir qui fait quoi. Ce n'est pas le maire qui est responsable de l'ordre public dans un quartier où ça flambe, c'est l'État. Et très souvent, on a observé que l'État critiquait les communes
là où lui-même s'était désengagé. Et la confusion du débat entre l'ordre public et la tranquillité publique, la tranquillité du voisinage, crée la confusion du regard et abîme l'autorité de chacun. Et nous, on ne veut pas que l'autorité des maires soit abîmée. Donc que l'État s'occupe de l'ordre public, on s'occupe de la tranquillité du voisinage, c'est la loi qui nous l'a conféré, et le reste, chaque maire propose à son conseil municipal le soin de décider si oui ou non il a une police municipale, si oui ou non il l'équipe, et de quelle manière il accompagne l'État dans sa mission de garantir la sécurité des Français. Mais à chacun son métier, et les vaches seront bien gardées. C'est ça le sens, non pas de tacler le ministre de l'Intérieur, que j'aime bien, mais le sens de la répartition des rôles et des responsabilités pour garder l'autorité de chacun. Alors, comme le ministre de l'Intérieur a la compétence en matière d'ordre public et de maintien de l'ordre public, bien sûr que ce que nous avons vu hier sur la place de la République et ensuite sur le parvis de l'Hôtel de Ville est profondément choquant. J'ai écrit ce matin même au ministre de l'Intérieur pour à la fois lui demander des explications et aussi lui dire que je n'admets pas que l'on soit revenu sur une règle qui consistait à dire, lorsqu'il y a, puisque tout cela part du démantèlement d'un campement en Seine-Saint-Denis la semaine dernière, pour lequel le travail que nous avions fait jusqu'à présent avec notamment le ministère de l'Intérieur, la version préfet de région d'Île-de-France et la version préfet de police, était de dire on ne démantèle que s'il y a des solutions d'hébergement. Voilà. Et construire les solutions d'hébergement. À l'évidence, et ça fait des mois et des mois que nous alertons, les solutions d'hébergement suite au démantèlement qui a eu lieu la semaine dernière en Seine-Saint-Denis n'ont pas été à la hauteur. J'ai fait des propositions en tant que maire de Paris parce que j'aime bien, lorsque j'émets une proposition ou une critique, apporter aussi des éléments de solution. Avec Yann Brossat, mon adjoint chargé du logement et notamment de la question des réfugiés, nous avons fait des propositions à la préfecture de région Île-de-France pour pouvoir accompagner vers l'hébergement ces personnes qui faisaient partie de ce campement. Et il n'y a pas eu de réponse à la hauteur de la part de l'État, dont c'est la compétence et la responsabilité. Et par ailleurs, ça s'est soldé par quoi ? Par des violences. Des violences qu'on a tous vues sur des personnes qui sont des personnes fragiles et aussi, d'ailleurs, une tension très très forte avec les différents élus de tous bords qui étaient présents aux côtés des associations et aux côtés des réfugiés et des migrants. Donc cette situation n'est pas acceptable. J'ai écrit ce matin et j'espère évidemment avoir une réponse à la hauteur de l'émotion que cela a suscité. Et ce n'est pas le sujet de cette conférence, mais par rapport à ce fameux article 24, ça veut dire qu'il faut que l'on regarde vraiment de très près ce que cela produit. On ne peut pas laisser des manifestations et le maintien de l'ordre sans qu'il y ait une capacité et une possibilité d'abord à la presse de faire son travail en étant présente et en filmant, et aux associations et aux élus d'être présents et d'être les témoins de ces situations. C'est là aussi un fonctionnement démocratique absolument inaliénable sur lequel nous devons bien sûr nous prononcer, en tous les cas sur lequel je me prononce, et je dis attention. Ce qui s'est passé hier, si je le mets en perspective du vote de l'article 24 de la loi sur la sécurité globale, ça veut dire qu'il y a un problème, et un problème démocratique à l'arrivée. Donc il faut l'anticiper. J'espère d'ailleurs, si cet article est voté, que le Conseil constitutionnel s'en saisira et dira ce qu'il a à dire sur la question de nos libertés. André ? Oui, sur la répartition entre l'État et les collectivités locales. L'État, et c'est sans doute inévitable et normal, prend des décisions à portée générale. C'est ce que j'appellerais l'esprit de système. On ferme tous les commerces qui ne sont pas dans la liste. Nous souhaiterions que soit associé à cet esprit de système l'esprit de finesse. Cet esprit de finesse que peuvent incarner les élus locaux, et en particulier les maires, en disant secteur par secteur, type de commerce par type de commerce, ce qui est, bien entendu, en respectant totalement les principes essentiels de précaution sanitaire, ce qui peut être fait localement.
Et je crois que si nous sommes capables, dans le domaine du commerce, mais aussi dans beaucoup d'autres domaines, d'allier à la fois les décisions d'ordre général, mais les mises en œuvre locales, fines, alors nous améliorerions de manière importante la vie de nos concitoyens et la vie économique de notre pays. Mais pour cela, encore faut-il que la confiance existe à l'égard des élus locaux. Et là, c'est un point d'interrogation que je mets à la fin de la phrase. Merci. Maintenant des questions qui sont posées par nos confrères journalistes à distance et qu'on va essayer de regrouper, des questions qui portent sur les finances et la gestion. Une question sur l'outre-mer d'Aline Durel qui représente Radio Caraïbes International et qui attire l'attention des communes ultramarines dans le plan de relance qui ne serait pas suffisant selon elle. Quelles mesures plus spécifiques, plus importantes devraient être prises pour les accompagner davantage alors que l'économie de ces territoires ultramarins est déjà très fragile? Et puis une autre question sur les finances qui est posée par Franck Lemarque de Mer Info. La réaction sur la remarque de députés de la majorité qui disent que les communes auraient gagné de l'argent grâce à la fermeture de leurs services publics. Qu'est-ce qu'on leur répond? Alors, ouais, on va peut-être démarrer par ce deuxième point. Enfin, franchement, moi j'ai beaucoup de respect pour la représentation nationale et j'ai été très heureux moi-même d'être membre. Mais c'est là où on s'aperçoit que quand même la suppression du cumul et le fait de ne plus avoir aucun élu en responsabilité à l'Assemblée nationale est un problème démocratique. Parce qu'on ne peut pas dire des choses comme ça quand on est membre de la nation, enfin représentant de la nation, ça veut dire qu'on n'a aucune conscience de ce qui se passe. C'est pas parce que pendant un confinement, un week-end, 2 week-ends, 4 week-ends, vous n'avez pas les heures supplémentaires des fonctionnaires qui étaient là pour installer le barriérage de l'organisation de la fête annuelle de telle association, que ça va vous faire des économies. Les dépenses qu'on a eu à porter sont hors de proportion par rapport à ce qu'on porte d'habitude. Les achats de masques, qui est-ce qui les a fait? Et l'État a négocié de manière inacceptable. Après, ils se plaignent qu'on se plaint. Mais quand même, quand l'État dit ah ben, les communes qui ont été super agiles, super véloces, ont acheté des masques parmi les toutes premières, c'est le cas de la ville de Paris, c'est le cas aussi de la ville de Troyes et accessoirement certainement d'Issoudun et de Sceaux. On a été les premiers, parce qu'on a compris tout de suite ce qui se passait sur le terrain. Et ben, l'État nous rembourse que la moitié de ce qu'on a fait. C'est-à-dire que celles qui ont attendu ou ceux qui n'ont pas acheté du tout, c'est vrai, ils vont gagner de l'argent. En tout cas, ils ne vont pas en perdre parce qu'ils n'auront pas de dépenses en moins. Mais les autres, ceux qui ont dépensé pour protéger les gens, ils sont pénalisés. Donc c'est ne rien connaître. Voilà, et je réponds très franchement là-dessus. Sur l'outre-mer, un mot important, c'est un sujet absolument essentiel, c'est l'un de nos grands regrets, puisque aussi la force du Congrès des maires, c'est de permettre à nos collègues ultramarins de nous rejoindre et de montrer que la République est une, indivisible, entière, et sur la totalité des territoires ultramarins aux côtés de la métropole. La situation financière des communes ultramarines, elle est déjà dégradée. Il y a eu des plans cocardes et il y a un modèle économique qui est très compliqué, puisque les politiques publiques de proximité apportées par nos collègues ultramarins, c'est les mêmes que les nôtres en métropole, sauf que c'est multiplié par 3 ou 4. Le logement social, les infrastructures, les voies de communication, et des problématiques que nous n'avons moins, mais que eux ont au premier rang, l'accès à l'eau potable, la difficulté et le rationnement sont des problèmes qui sont vraiment considérables, donc qui doivent être traités de façon particulière, portés par le ministre de l'Outre-mer, dans des débats qui doivent être arbitrés par le Premier ministre auprès du ministère du Budget. Il faut une aide tout à fait exceptionnelle pour essayer de remettre à niveau la plupart, ou en tout cas une bonne partie, des communes aux Antilles, mais pas qu'aux Antilles. À La Réunion, c'est une difficulté, une tension. D'ailleurs, quand il y a eu la mesure au début du quinquennat, je m'en souviens, peut-être pas pour faire plaisir à Patrick Roger, mais enfin ça fait partie quand même des prises de position que nous avions effectuées à l'époque et nous avions dénoncé. Ça m'a été reproché, parce que je suis un homme de droite, et donc un homme de droite est forcément libéral. Ça m'a été reproché quand le gouvernement a réduit les emplois aidés de manière significative, sans prévenir, et que du jour au lendemain,
beaucoup d'associations se sont retrouvées sans ces emplois aidés. Les premières victimes, ça a été les territoires ultramarins, et singulièrement La Réunion, puisque quand vous avez une population qui a plus de la moitié est à moins de 25 ans, et une bonne partie dépend pour sa formation et dans l'insertion du tissu économique de ces emplois subventionnés, eh bien l'État a commis une autre faute. Et donc là, il peut la réparer, et je pense qu'on n'échappera pas à ces débats dans les semaines qui viennent sur cette problématique-là. François, est-ce que je peux compléter un peu sur la question des députés qui montrent leur totale ignorance du fonctionnement des collectivités locales? Il y a quelques députés quand même qui connaissent, y compris de la majorité, mais pas tous, loin de là. Je veux simplement dire que le service public de proximité que nous gérons, les services publics de proximité que nous gérons, ce sont des services auprès des gens. Voilà, c'est pas l'administration dématérialisée, etc. Ce sont des gens qui sont auprès d'autres personnes. Ce sont les gens dans les crèches qui sont près des enfants. Ce sont les gens dans les écoles qui sont près des élèves. Ce sont les gens dans les établissements d'accueil de personnes âgées qui sont près des personnes âgées. Ce sont des gens. Or, tous les services publics, à peu près, ils sont à hauteur, leurs dépenses, c'est à hauteur de 75 à 80% des dépenses de personnel. Et c'est très bien, parce que c'est ça qui est la proximité, le lien social, etc. C'est très important. 75 à 80% des dépenses de personnel. Je veux souligner que toutes les collectivités ont continué à rémunérer les personnels comme si ces personnels travaillaient. Certains ne pouvaient plus travailler, non pas qu'ils ne voulaient plus, mais ils ne pouvaient plus travailler. Mais nous avons continué à les rémunérer. Et nous sommes même allés au-delà, puisque tous les vacataires, par exemple dans les services d'animation, etc., dans la plupart des collectivités, ont continué aussi à être rémunérés afin de ne pas les faire tomber trop dans la précarité. Donc dire ce que disent ces députés, c'est non seulement c'est méprisant pour les collectivités, c'est méprisant aussi finalement pour les agents et pour tout l'encadrement. Et donc vraiment, je trouve que c'est absolument lamentable d'avoir ce discours-là. Nous avons continué à rémunérer. Évidemment, ce que je n'ai pas dit, mais ça va de soi, c'est que ces agents-là n'ont pas bénéficié du chômage partiel et que ce sont les collectivités qui ont continué à les payer. Nous ne le regrettons pas du tout, mais nous disons simplement ce qu'est la vérité des chiffres et pour mettre fin à ce type d'analyse totalement erronée. Alors une question sur la laïcité, question de Bernard Gors de La Croix à propos du projet de loi séparatisme. L'AMF s'oppose-t-elle aux compétences données au préfet pour se substituer au maire sur des décisions type horaires de piscine, subventions aux associations? André Léniel. Oui, je l'ai évoqué tout à l'heure dans mon propos liminaire. D'abord, c'est un signe de défiance qui est insupportable pour la plupart des maires, je devrais dire pour la totalité des maires. Que l'on puisse penser que les maires soient défaillants dans le cadre de leur service public en ce qui concerne la laïcité, je rappellerai que nous avons, avec François Baroin, il y a de cela quelques années, mis en place un vade-mecum de la laïcité. Là aussi, parfois, certains nous l'ont reproché, mais nous avons aidé les maires à être présents dans ce débat décisif qui est celui de la laïcité, si nous voulons que le vivre ensemble puisse être plein et entier dans notre pays. Et aujourd'hui, les recours juridiques existent si des décisions des collectivités locales, bien entendu, contreviennent au texte. Et donc cet article, qui est l'article 2, si je me souviens bien, de la loi en question, est superflu et apparaît pour beaucoup d'entre nous comme une volonté de stigmatisation. Et à ce titre, je considère que c'est inacceptable. C'est un point de vue qui est partagé par l'ensemble des membres de l'Association des maires de France dans leur représentation institutionnelle. Je voudrais dire sur ce point que nous allons accompagner l'initiative proposée par Anne Hidalgo d'une semaine de la laïcité et que nous allons encourager évidemment tous les maires de France à s'inscrire dans ce calendrier, dans cette méthode d'une pédagogie, d'une compréhension de ce que veut dire la laïcité, qui est dans un pays comme le nôtre, et c'est ça le caractère unique de son modèle, c'est à la fois une valeur d'égale intensité que la liberté, l'égalité, la fraternité, et c'est également une règle. Et c'est ça la difficulté de compréhension, c'est que veut dire l'application de cette règle. Et c'est dans l'application de cette règle que souvent les maires interviennent. Ils interviennent pour la pédagogie, mais ils interviennent également pour l'application. Et pourquoi le regard porté au nom de l'AMF par André Léniel sur ce sujet est partagé, c'est que comme nous sommes les premiers garants de l'application des règles, des valeurs de la République, nous sommes évidemment les premiers opérateurs à les faire respecter avec la plus grande vigueur. Parce que notre responsabilité, j'ajoute, est engagée sur ce point. Et nous allons aller plus loin et certainement réfléchir
au suivi, à la traçabilité des subventions que nous donnons à des associations et pour voir de quelle manière la formation sur ces règles de laïcité, les formations obligatoires, le rendu compte, le cadre général, les remontées, fait qu'il y aura, et il doit y avoir, un avant et un après drame Samuel Paty. L'initiative de la ville de Paris sous l'autorité d'Anne Hidalgo s'inscrit dans cette philosophie. On est tous animés de cette perspective, on va tous dans les semaines et dans les mois qui viennent conforter, renforcer, améliorer et centraliser un peu mieux en discussion avec l'État pour voir les informations dont nous disposons sur le terrain qui relèvent de la responsabilité de l'État au titre de l'ordre public et celles qui relèvent au fond du vivre ensemble, du pacte républicain. Et c'est la raison pour laquelle cet article est inopportun ou inapproprié dans le contexte justement de responsabilité et d'exercice de la responsabilité dans le domaine de la laïcité par les maires de France. Enfin, une dernière question sur l'évolution de la décentralisation, question qui est posée par Philippe Potier-Spéry de The Pro Territorial et qui demande pourquoi l'AMF demande des nouveaux transferts de compétences aux collectivités alors que d'autres élus locaux demandent plutôt une clarification des compétences actuelles avec quelques transferts si nécessaire. Comment expliquez-vous et que pensez-vous de cette différence de position ? Alors je pense que, enfin je serais le soin de dire, je pense que c'est aussi selon à la fois la durée de l'expérience et le point de vue. On demande des clarifications sur des sujets très clairs. Par exemple le médico-social. On ne peut pas ne pas tirer les leçons du Covid, des confinements et de ce qui n'a pas fonctionné. Ce que les commissions d'enquête au Parlement mettront en lumière au moment du rendu du rapport. La situation dans les EHPAD amène à réfléchir sur une nouvelle organisation. Un consensus politique de tous les élus locaux s'est établi sur le transfert total à 100% du médico-social au département. C'est pas rien comme position. Dans le domaine de la santé, on a un problème avec les gouvernances des hôpitaux. Je le dis franchement. Et je suis d'autant plus à l'aise pour le dire que j'ai participé à des gouvernements qui ont mis en place une partie de ces réformes. Mais on a le droit de tirer les leçons de son expérience et on a le droit aussi de modifier son point de vue à la lumière de ces expériences douloureuses que nous partageons tous. Et il faut que le maire redevienne au cœur d'un dispositif d'administration d'un hôpital, c'est-à-dire de rédaction de plans d'établissement, de partenariat financier avec d'autres partenaires qui ne soient pas forcément publics, et la possibilité également d'offrir à un maire, à une collectivité locale, le soin d'être un employeur de médecins, de sages-femmes, pour compléter les dispositifs et qui soit l'opérateur du rapprochement public-privé. Voilà pour le domaine de la santé, la région pouvant être un opérateur financier, et pour cela il faut des modifications de loi, parce qu'on a besoin de véhicules législatifs, car jusqu'à présent, c'est uniquement la partie État qui est en situation, en dehors des dons, de pouvoir financer le développement, par exemple, d'un hôpital. Il faut pouvoir aller plus loin. Mais le domaine du logement ne peut pas être dans un statu quo. Et là, nous avons sûrement des débats. Mais les débats, c'est pas est-ce que l'État doit transférer sa compétence logement. La réponse est aujourd'hui a priori plutôt oui. C'est qui l'apporte. Est-ce que c'est le maire ou est-ce que c'est l'intercommunalité dans le bassin de vie? C'est ce type de sujet. L'APL, est-ce que l'APL doit être la même à Neuilly qu'à Paris, qu'à Issoudun, qu'à Sceaux, qu'à Troyes, ou dans une commune où vous avez 60 ou 70% de logements sociaux, ou par exemple en Outre-mer. Ça, ce n'est pas des sujets médiocres, ça sont des sujets de fond. Le sport, on a créé une agence nationale du sport, on a vidé de sa substance le ministère du Sport. Qui finance le sport en France, c'est les maires. Qui finance les associations, c'est les maires. Qui finance les infrastructures, c'est les maires. Mais il faut aller beaucoup plus loin, et il faut poursuivre le chemin. Le tourisme, c'est le même esprit. Et dans le domaine de la culture, il y a aussi des réflexions. Quel est le principal acteur qui finance la culture? Ce sont les collectivités locales et ce sont les maires. Quels seront ceux vers lesquels vont se tourner les acteurs sinistrés du domaine de la culture par la période que nous vivons? C'est d'abord et avant tout vers les maires. Donc voilà, oui, ce sont des débats, tout n'est pas tranché, mais ça, ce sont des débats qui provoqueront peut-être des polémiques, mais dans ces polémiques, il y a une part de vertu et celle-ci sera profondément vertueuse parce qu'elle fera réfléchir tout le monde. Merci beaucoup, je crois que nous en avons terminé avec cette conférence de presse. Merci de votre présence, merci de votre disponibilité et merci de suivre avec autant d'attention nos travaux qui permettent d'éclairer l'opinion publique sur les grands enjeux de demain.